Donc je suis Alban Piris, je suis en DaneMed troisième année à l'ESSAD de Roubaix. Et pour la fin de ma licence, du coup, on doit préparer un article de fin d'études. Et je me suis intéressé du coup au vivant dans sa globalité en premier temps. Et après, au fur et à mesure de mes recherches sur le vivant et le design, j'ai pu un peu me spécifier, préciser le sujet. Donc au fur et à mesure, là je suis pas encore dans l'écrit de mon article, mais là pour l'instant je rédige un peu sur un cahier de brouillon toutes les informations qui arrivent, après je trie. Et donc j'ai pu voir pas mal de vos travaux, notamment une conférence que vous aviez fait en 2021 il me semble, que j'avais trouvé sur YouTube avec Luciole, Design et non humain. Vous aviez du coup expliqué un peu votre procédé dans le design, votre démarche quand vous aviez commencé, comment vous avez commencé et après la création de Zoepolis. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas en fait tout simplement faire un interview avec vous. Et comme ça, je peux récolter des informations et voir un peu où ça peut me mener et m'aider ensuite pour la rédaction de mon projet voilà pour plus tard. Donc voilà, si ça vous dérange pas, je vous laisse vous présenter comme ça. Voilà. Ouais, moi je suis designer de formation, design produit. Et en fait, sorti de l'école, j'ai tout de suite travaillé à la Cité du Design qui venait de Saint-Étienne, hein, qui était vraiment le plus gros centre autour du design en France. Et j'ai tout de suite travaillé autour de tout ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le design d'innovation sociale. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Je travaillais sur ce qu'on appelle le design pour tous, l'accessibilité handicapée, voilà, je fais des enquêtes auprès d'autistes, tout ça, des appartements d'urgence et tout ça. Et puis, lié à ça, sont arrivés tout de suite aussi les enjeux de développement durable. Voilà. Et donc j'ai fait 4 ans comme ça à la Cité du Design. Après je suis parti à l'étranger à Istanbul. J'ai gagné un concours de design qui m'a emmené faire la première résidence de designer à Dubaï. C'était aussi sur des enjeux de développement durable. Après la mission là-bas a plus porté sur du design des politiques publiques. Voilà, comment intégrer le design dans les dans les politiques de développement de Dubaï. Ça a été 3-4 mois. Et enfin, je suis repassé vite fait à Istanbul et je suis rentré en France pour travailler sur un projet européen sur l'innovation par les usages. D'accord. Et après, je suis revenu à la Cité du Design pour travailler au pôle recherche de la Cité du Design. Okay. Ça, en gros, c'est une quinzaine d'années. Et en fait, en 2008, quand j'étais jeune designer, voilà, première mission à la Cité du Design sur le développement durable, je travaillais sur une exposition de John Takara qui s'appelait City Ecolab et qui, en fait, proposait de revoir la ville au prisme du développement durable et donc de projeter un peu la ville du futur sous le prisme des différents points, voilà, différentes approches du développement durable. Et en fait, tout était un peu dans cette entreprise, sur tout ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, les vélos en libre partage, le car sharing, ce qu'on appelle aujourd'hui les tiers-lieux. On en avait parlé déjà, les Fab Labs, on parlait d'ateliers de quartier, voilà, là où on pouvait bricoler comme on voulait. On avait parlé de la permaculture, ça s'appelait pas encore comme ça. On avait présenté les processus d'AMAP. Voilà, tous ces modes de vie que tu connais aujourd'hui étaient présents dans l'exposition. Avant-gardiste en 2008, hein, ça n'existait pas et les gens avaient même comprenaient pas pourquoi c'était du design, voilà. Voilà. Donc l'expo a eu une bonne réception du public, mais quand même assez largement pas très bien comprise en fait, hein. Même si voilà, elle a eu du succès, elle n'était pas très bien comprise. Et en fait, en travaillant du coup là-dessus, je me suis rendu compte de cette impensée qu'avait le design, qui était son incapacité à prendre les autres vivants, les non-humains, ce qu'on appelle aujourd'hui les non-humains, comme à la fois partie prenante et acteur du processus de design et acteur de la ville elle-même en fait. C'est vraiment un angle mort, c'est-à-dire que tous les non-humains étaient toujours là en tant que ressources. On était toujours là, ils étaient là pour notre service à nous. Mais ils n'étaient pas inclus. Mais ils n'étaient pas inclus comme partie prenante, comme faisant la ville aussi, comme participant à nos modes de vie aussi, comme collaborateurs, tu vois, comme
Et donc ça voilà. Donc comme l'expo avait été mal comprise, je me suis enfin voilà, c'était un pas de plus Oui. clairement. Et je me suis dit, il va falloir du temps et peut-être ça n'arrivera jamais que ce que je suis, voilà, ce que je vois apparaître aujourd'hui. Et donc j'ai pris le temps, c'est-à-dire que j'ai fait une carrière de geek design un peu classique, alors beaucoup en management, chef de projet et tout ça, voilà, chef de projet de design et tout ça. Et en même temps, le soir, je rentrais à la maison et j'ai ouvert des livres, et notamment l'un des premiers livres sortis de l'expo qui m'a tout de suite éclairé, ça a été Le contrat naturel de Michel Serres. D'accord. Qui m'a vraiment, vraiment aiguillé parce qu'il pointe en fait la même absence qui moi, m'avait sauté aux yeux en travaillant sur l'expo, à savoir, en fait, dans notre culture, il y a un impensé. Ce que pointe Michel Serres, il dit voilà, dans toutes les cultures, alors les cultures primaires, type animisme, ou voilà tous les peuples indigènes et tout ça, il y a un médiateur. Il y a un rôle dans les organisations humaines, un médiateur entre humains et non humains, entre le peuple et la forêt. Il y a un médiateur. Ça va être le chaman, mais ça peut être le chef du village. Ça peut être voilà, il y a des rôles comme ça, si vous voulez, comme ce qu'on appelle chez nous des écologues. Okay. En gros, il y a des rôles un peu d'écologues et qui sont là et qui vont traiter des négociations de ce que un peu Baptiste Morisot appelle la diplomatie aujourd'hui, voilà, qui en fait va avoir une relation de diplomate entre humains et non humains en disant il faut pas trop chasser, il faut pas trop prédater, il faut qu'on laisse je sais pas quoi, les chevreuils un peu plus libres, voilà, cette année, et puis l'année prochaine on verra et tout ça, et qui négocie en fait comme ça entre les, et en fait voilà, et dans notre culture il n'y a pas ça, il n'y a pas de négociateur pour adapter, enfin réguler, on va dire, l'activité humaine. Et en fait, moi, en pratiquant design en chef de projet comme ça à la Cité du Design, euh, le design ne faisait que ça, si tu veux, ce travail de médiation, mais qu'entre humains. Tu vois, je travaillais sur les questions d'accessibilité handicapée ou de vieillissement ou de machin, et en fait, on travaillait ces relations entre des organisations et d'autres humains et les liens qui se tissent entre ces organisations et l'usager final et ainsi de suite. On le faisait, ce travail de médiation. Je me suis dit, voilà, bon, donc, le potentiel existe dans le design, je me suis pas trompé. Maintenant, voilà, comment on le fait, comment on fait ce pas de côté vers les non-humains. Et donc là, c'est 15 ans de recherche là-dessus. D'accord. Ok. Notamment avec ce que tu as vu dans l'expo, l'histoire de la petite araignée aussi. Là, ensuite, je me suis pris au jeu en disant, ok, comment je le fais chez moi, quoi. Alors, c'est quoi chez moi? J'ai une araignée, tiens, on va essayer avec une araignée, puis c'est parti, quoi. Ok, c'est ça. Je vais commencer du coup par ma première question. Donc, pour vous, quelle importance a le travail avec le vivant aujourd'hui? Pourquoi avoir décidé de travailler avec ou pour le vivant? Donc ta question porte sur la question de l'importance. Du coup, je pense que tu es sensible et alerté sur tout ce qu'on appelle l'anthropocène. Ouais. C'est clair. Je vais pas trop développer dessus. Et donc dans l'anthropocène, il y a 9 limites planétaires et il y en a une qui est l'extinction du vivant. La biodiversité, c'est une des limites planétaires qui est aujourd'hui dépassée. On a largement, pour te donner quelques chiffres, aujourd'hui, le Muséum d'histoire naturelle dit que les mammifères, si on prend ce qui se passe depuis 200 ans et qu'on le rapporte à l'échelle d'une extinction de masse, c'est-à-dire qui normalement se déroule sur 1 million d'années, on est à une échelle d'extinction de 8000%. D'accord. Pour la biodiversité en général, ils disent que les chiffres qu'ils ont, on est à un taux d'extinction de 1000%. Quand bien même ils auraient un taux d'erreur de 10%, on est quand même à 100%. C'est-à-dire qu'on est bien dans une phase d'extinction de masse. Et donc, comme tu vois ces chiffres de 8000% ou 1000%, en fait, c'est qu'il y a un effondrement hyper rapide et massif de la vie sur Terre. Ok ?
Et quand tu creuses un peu ces questions du vivant, tu te rends compte que ce qui fait que la Terre est habitable, c'est les vivants. Oui. C'est l'équilibre des écosystèmes, c'est l'équilibre de la biosphère, c'est les plantes qui absorbent le carbone et font de la photosynthèse. Et donc, Les échanges. voilà, c'est les bassins versants avec les nappes phréatiques et toutes les bactéries qui purifient l'eau, qui font que tu as de l'eau au robinet. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Voilà. Et donc, en fait, la biodiversité nous rend des services et des services qui font qu'on a un monde qui est habitable, en fait. Mm-hmm. Et donc, c'est ça, si tu veux, cette question de pourquoi avec et pour le vivant. C'est que si on veut re-rendre la Terre habitable, il nous faut collaborer avec les vivants. Il nous faut réintégrer les vivants. Mm. Et voilà, comme tu le sais, la discipline du design a été aveugle à ces interdépendances aux vivants, d'où cette urgence de réintégrer dans nos pratiques nos interdépendances avec le vivant, donc le faire avec eux, avec le fait qu'on est interdépendant. Michel Serres dit nous dépendons de choses qui dépendent de nous. Nous dépendons de la biodiversité, biodiversité qui dépend de nous. Nous dépendons du climat qui dépend de nous. Nous dépendons de la biosphère, biosphère qui dépend de nous. Okay. Et donc c'est ça, cette histoire de avec. Et le pour, c'est, si tu veux, pareil dans les lectures, et Saint-Michel Serres aussi en parle dans le contrat naturel, si tu veux, dans ces pratiques qu'avaient tout un tas, qu'ont encore aussi tout un tas de peuples, il y a des pratiques de contre-don. Hein. La nature nous donne des choses, on a parlé, elle fait de l'habitabilité, elle donne, je sais pas quoi, de quoi chasser, de quoi te nourrir et tout ça. Mais en fait, ils ont des pratiques de contre-don où ils redonnent à la nature, en fait, des choses. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui manque dans notre culture et dans nos pratiques. On n'en redonne pas assez, ouais. On ne redonne rien. En fait, on prend et puis on redonne rien en échange. D'accord. En fait. Et donc, c'est ça le pour, en fait. Comment on fait pour? C'est en fait où se joue le contre-don, en fait. Hein, et comment on peut imaginer des contre-dons avec nos sociétés, la culture, les modes de vie qu'on a. Ok. Voilà, on se construit le avec et pour. Donc ensuite, deuxième question, comment avez-vous imaginé votre travail avec le vivant non humain et comment s'est-il réellement déroulé? Donc par exemple avec l'araignée folk, du coup. Donc ce qui s'est passé du coup, c'est que tout juste sorti de l'expo, je me dis bah voilà, il faut de l'expo City Ecolab avec John Takara, il faut je vais expérimenter tout de suite. Et donc un jour, je sais plus, je passe le balai ou je passe l'aspirateur à la maison et comme d'habitude, je détruis l'étoile d'araignée qu'il y a chez moi. Et donc je vois, alors je les tuais pas, hein, mais déjà, et donc là pareil, et là du coup je détruis la toile d'une araignée, j'attends qu'elle s'échappe un peu, et puis machin, et puis du coup je vois cette petite araignée s'échapper, et je me dis bah tiens, voilà un sujet. Comment je peux faire de l'habitabilité et essayer de je sais pas de faire de l'habitabilité. Ouais. Et donc le principe, enfin ce qui me vient à la tête, c'est le suivant, je me dis bah tiens, plutôt que détruire les toiles d'araignée, pourquoi je pourrais peut-être inventer un design, un système qui me permet de capturer sa toile, donc de capturer son monde, son habitat, du coup de la déplacer, et puis après je peux faire mon ménage comme d'habitude. Mais du coup je vais. Oui, une cohabitation. Ouais, voilà, du coup je vais gérer la cohabitation et voilà. Et donc super territoire d'expérimentation pour l'idée que j'ai en tête. Et du coup, je cherche pendant 6 mois, 1 an, comment attraper cette toile d'araignée sans vraiment la détruire, hein, en la dégradant peut-être un petit peu, mais ça. Et du coup, l'araignée avec et tout ça. Et donc, je fais plein de protos en carton, en fil de fer, en machin, enfin voilà, plein de maquettes, plein de trucs. Et systématiquement, je détruis la toile d'araignée. Systématiquement, l'araignée fuit. Et rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche du tout. Et surtout, en fait, ce que ça m'a amené à faire, c'est que ça m'a amené à déconstruire ce que on m'avait appris à l'école. C'est-à-dire que ce que ça m'a forcé à faire en termes de processus psychologique ou méthodologique, c'est que du coup, en fait, ce qui se passait, c'est que j'imposais mon monde à celui de l'araignée. Et en fait, c'est ça qui ne marchait pas. C'est ça que ça m'a appris.
Du coup, j'ai lâché un moment. Comme rien n'a marché, j'ai dû lâcher. Et je me suis mis à l'observer. Ah ben tiens, il y en a pas, il y en a quelques-unes quand même qui s'installent dans ma salle de bain. Et puis les gouttelettes vont se mettre sur la toile. Et puis pas mal se mettaient près des fenêtres aussi. Euh, C'est-à-dire près des courants d'air en fait. C'est ça qui Mhm. est très bien. Si tu veux savoir où c'est que tu as des courants d'air chez toi, regarde là où il y a des araignées. Ok. Voilà. Et puis aussi beaucoup entre mes potes, mes plantes, pas mal. Parce que là, elles avaient de l'eau, elles avaient aussi de l'humidité. Humidité, ouais. Et puis, Mhm. en fait, pas mal dans l'ombre, hein, parce que la lumière dans ta salle de bain, elle est pas allumée toute la journée. Et du coup, en fait, elles sont là aussi parce qu'il y a de l'ombre. Et en fait, bon, 2008, Internet n'était pas hyper développé. Je trouve pas énormément d'infos. Du coup, ça me force vraiment à faire ce processus d'enquête empirique à la maison. Et en fait, je finis par comprendre ces trois choses-là qui sont, donc, elle a besoin d'être plutôt à l'ombre, elle a besoin d'être un peu dans des courants d'air ou près d'une fenêtre, voilà, ou près de... Et elle a besoin d'humidité, elle a besoin de boire. Et du coup, ça a été la réflexion a été complètement inverse, qui a été de dire, je vais pas ajouter mon monde, enfin tu vois, mon processus de design Oui. à son monde. Par contre, je vais partir de son monde à elle, de ce qu'elle a besoin, créer les conditions et je vais voir si elle s'installe. Hmm. Tu vois, à la différence de dire je te prends là où tu es, je te déplace, puis je fais de toi ce qui Oui. m'intéresse, ça a été de dire je vais créer les conditions pour que tu t'installes et une fois que tu seras installé, je pourrai te déplacer en fait. D'accord. Et donc là, en fait, je prends une jardinière, je fais un trou à l'intérieur de la jardinière. Je trouve, alors à l'époque, on avait des CD, on avait des colonnes de Oui. CD, je sais pas si tu vois. Oui, Donc je oui. prends cette espèce de cylindre là que j'ai vide, machin, et je fais ma maquette avec la colle chaude et machin. Donc je fais ma maquette comme ça. Et au bout d'une semaine, une araignée vient s'installer direct dedans. Ça marche Mhm. direct. Par contre, elle n'est pas restée longtemps, elle est restée une petite semaine, peut-être un peu plus. Du coup, reste la toile, je nettoie la toile, j'attends, et puis pareil, dans la semaine qui est venue, ou 2 semaines après, une araignée est venue, et cette fois, elle est restée 5 mois. D'accord. Et du coup, victoire, quoi. Ça y est, Mhm. j'avais réussi, voilà. Mais ça m'a pris 1 an et demi, quoi. C'est-à-dire qu'il a fallu un travail de déconstruction, ensuite rentrer dans un autre paradigme, passer par une enquête, mais une enquête désanthropocentrée, du coup, une Oui. enquête, tu vois, sur un non-humain, Mhm. comprendre son monde. Et voilà. Et en fait, c'est 10 ans plus tard que j'ai pu mettre des concepts et des mots dessus sur ce que j'avais fait. Parce que c'était pas, cette idée-là n'était pas développée du coup à l'époque, c'est ça? Ça n'existait pas du tout. D'accord. Enfin, tu sais, ça n'existe toujours pas encore. Hein, je veux dire, Oui, c'est oui. le chantier est immense. Voilà. Du coup, vous avez peut-être répondu, mais je vous la pose quand même. Donc, ça sont les deux. Donc, comment intégrez-vous les non-humains dans vos projets et quels ont été les points à prendre en compte lorsque l'on travaille avec du vivant? Ah, ok. Alors, l'approche aujourd'hui, c'est j'ai construit 5 axes de recherche qui sont, en fait, les 5 axes existaient déjà dans mes travaux, on va dire, enfin dans ma pratique. Mais c'est aujourd'hui ce qui structure le collectif. En fait, je vois 5 manières d'intégrer les non-humains. La D'accord. première, c'est on reste centré humain. Par contre, les non-humains ont, comment on l'a dit, ils rendent des services aux humains, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Mhm. Il y a aussi tout un tas de travaux qui ont montré que la nature te fait du bien et psychologiquement et biologiquement. Hein. Si j'augmente la biodiversité autour de toi, j'augmente la qualité, l'efficacité de ton système immunitaire. Tout D'accord. simplement. Ok. Voilà. Plus tu vas vivre en milieu naturel et plus ton système immunitaire est haut. Mais c'est aussi bon psychologiquement. Hein. Il y a tout un tas de travaux là-dessus que je peux pas laisser. Si ça t'intéresse, il y a un bouquin qui s'appelle Natura de Pascal Derbe qui reprend D'accord. les études là-dessus. Et en fait, il y a une pratique de design qui existe, qui est assez peu connue, que moi que j'ai découvert il y a 10 ans. Et d'ailleurs, j'ai eu une petite période là où j'étais indépendant il y a quelques années, et du coup j'avais appelé ça biophilic design.
Donc ça s'appelle le design biophile, c'est-à-dire c'est d'utiliser les vertus que peuvent avoir la biodiversité pour notre psychologie ou pour notre santé, et donc au service de l'humain. Ça, c'est une première manière. Tu vois bien que je reste centré humain. Par contre, il y a bien l'usage des non-humains au service des humains. L'autre manière, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Tu sais que, par exemple, on est en train de réfléchir à végétaliser les villes pour refroidir les villes face au réchauffement climatique. Ça, c'est des solutions fondées sur la nature. Tu vois bien qu'ici aussi, l'intérêt central est humain, et je vais utiliser des services écosystémiques pour augmenter la qualité de vie face à des enjeux ou des pressions écologiques, des enjeux de civilisation, de société. Donc ça, c'est première manière d'intégrer les non-humains. Et on reste centré. La deuxième manière, c'est celle du contre-don dont je t'ai parlé. C'est-à-dire, comment on peut faire, et c'est l'histoire de l'araignée, comment on peut faire de l'habitabilité pour des non-humains. Tu as sûrement entendu parler des nichoirs à insectes, voilà. Mais on fait depuis longtemps des nichoirs à oiseaux. Oui. Par exemple, on fait des mangeoires à oiseaux. Tu vois, il y a un peu des petits trucs de design, mais c'est pas une pratique de designer, en fait. Oui, ok. Voilà. Et donc sur le comment, en travaillant avec les naturalistes, depuis quelques années, si tu veux, ce qu'il faut faire, c'est donner le gîte et le couvert. Si je t'invite chez moi et que je t'invite à dormir mais pas à manger, tu vas pas rester longtemps. Oui. Et aussi, si je t'invite à manger mais pas à dormir, tu vas pas non plus rester très longtemps. Et donc, il faut penser en termes de gîte et de couvert. Hein, et ça, je le vois beaucoup, cette espèce d'erreur. Enfin, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est à moitié conscient. En fait, t'as plein de villes qui disent regardez, on a mis des nichoirs. Et si tu regardes autour, il y a rien à manger. Oui, il y a rien. Rien à manger. Il n'y a pas de chenilles pour les mésanges. Il n'y a pas de il y a pas de biodiversité. Il y a pas un peu de zone en friche et tout ça là où la biodiversité peut se développer. Et donc, en fait, les nichoirs sont vides, quoi. Oui. Et donc c'est plus là pour de manière décorative et de montrer qu'on essaye de faire quelque chose que tu vois, dans une vraie réflexion en termes d'efficacité. Et donc c'est ça, si tu veux, le deuxième axe de recherche, qui est de dire comment on peut faire du JT de couvert. J'ai écrit un bouquin cet été, donc je peux te donner deux, trois nouvelles recherches. Il y a une pratique qui est pas de designer, qui se développe du côté des citoyens et qui est un design aussi pour d'autres êtres vivants, qui est que avec l'apparition des Fab Labs, il y a beaucoup de particuliers qui se sont mis à prototyper des prothèses pour leurs animaux qui sont handicapés. D'accord, ok. Ouais, ça c'est hyper intéressant comme tendance. Parce que en fait ce qu'on appelle les prothèses vétérinaires, qui sont des prothèses pour animaux qui pourraient avoir un accident, je sais pas quoi, une patte cassée, une jambe amputée ou je sais pas quoi, mais en fait du coup, comme déjà il y a pas grand chose pour les animaux en général, mais en plus là, enfin selon les accidents, tous les handicaps sont différents, si tu veux. Oui. Et donc, en général, ils trouvent pas dans le commerce. Les particuliers vont pas trouver dans le commerce ce qui va à leur animal. Et comme ils ont des affects, tu vois, des attachements très importants à leurs animaux de compagnie, ils veulent, tu vois, trouver des solutions. Et en fait, ils s'orientent vers les Fab Labs. Et ils vont prototyper dans les Fab Labs des choses pour des animaux. Donc, t'as plein, tu taperas sur Internet, je sais pas quoi, Fab Lab pour animaux, machin, ou prothèses pour animaux dans des Fab Labs. Et il y a une créativité qui est en train de se développer là-dessus, mais qui est pas une pratique de designer. J'ai trouvé, par exemple, et qui est beaucoup pour des animaux de compagnie et assez peu pour des animaux sauvages. J'ai trouvé un bec de toucan, par exemple, qui a été refait en prototypage rapide. Tu vois, le bec est vraiment cassé. Oui, ok. Quand on peut remanger, tu vois, on va dire un peu naturellement, on va dire, enfin normalement, grâce à ça. Et là, je pense que il y a un chantier énorme pour nous designers, tu vois, d'aller et se rapprocher peut-être des animaux de compagnie et des handicaps des animaux de compagnie, mais aussi dans les centres de soins pour animaux sauvages, qui eux sont complètement désarmés, qui n'ont ni le temps ni les capacités de modeler en 3D, tu vois, comme peut le faire un particulier, parce qu'ils sont débordés par les accidents d'animaux sauvages. Mais il y aurait peut-être tout un tas de choses à imaginer, une vraie pratique de designer, voilà. Et donc là, tu vois, on est centré animal, enfin on est centré espèce.
Euh, euh, et donc là, il y a un vrai chantier aussi à imaginer pour les designers. Donc là, on est sur le deuxième axe de recherche. La troisième manière de réfléchir, c'est de penser en termes de relations. Hein. Euh, euh, C'est-à-dire, il y a un poète qui dit les relations, qui s'appelle François Cheng, qui dit les relations entre les êtres sont aussi importantes que les êtres eux-mêmes. Si tu veux, les relations qu'il y a entre toi et les bactéries qui forment ton tube digestif sont aussi importantes que l'être que tu es. Parce que si je coupe cette relation, bah, tu peux plus digérer. Oui. Donc en gros, t'es presque mort, quoi. Oui, oui, oui. Enfin, Et donc c'est ça, si tu veux. Et c'est ça, si tu veux, ce qui se passe avec nous et les écosystèmes. Si je coupe la relation que tu as avec les nappes phréatiques, le bassin versant et le processus des bactéries qui purifient l'eau que tu as au robinet, si je coupe cette relation-là, tu peux plus boire. Mm. Et donc, pareil, t'es mort en fait. Mm. Et donc, comment on pense en termes de relations entre les êtres? Et ça, c'est une pratique qu'on fait nous designers. On dessine tes relations à la SNCF. On dessine tes relations. Il y a aujourd'hui les assurances embauchent beaucoup de designers, du UX designer pour penser la relation à ton assurance. On dessine la Poste aussi pense tout un tas de relations au travers d'automates là je sais pas que c'est bien hein, mais voilà ou quel est le service comment ça se passe, j'arrive, je suis accueilli par une personne qui va m'orienter en fonction de ce que je veux faire, qui va pouvoir m'aider aussi dans ça. Donc là, c'est un service qui est pensé. Donc c'est bien, c'est ta relation à une espèce de méga structure, une méga machine qui est la poste ou la banque postale ou tout ça. Et on va penser le service. Hein, voilà. Ou tout ce qui est design des organisations. Dedans, tu as le design des politiques publiques. Je donne un peu des cours en design des politiques publiques aussi. J'en ai fait un peu à la Cité du Design. Euh, et, euh, et en fait, c'est quoi? C'est on pense ta relation à un organisme public qui peut être ta ville, ta métropole, je sais pas quoi, ton département, ta région, voilà. Et quels sont les services et quel est ton mode de vie, quels sont tes usages. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on pratique en fait, tu vois, clairement. Mais pareil, on le fait que entre des organisations humaines. Pourquoi on pourrait pas imaginer ta relation à un écosystème? Oui. Quel est ton rôle dans l'écosystème? Comment tu vis? Quel est ton mode de vie? Pareil, tu sais, on fait beaucoup de parcours patient dans les hôpitaux aussi. Hein, ben, là, ça, on pourrait imaginer pareil. Quel est ton mode de vie, ton parcours dans l'écosystème de ta ville, de ton département, et du coup ta relation à l'arbre, ta relation au rat, hein, ta relation avec des nuisibles, ta relation aux moustiques, comment ça se passe, voilà, voilà, on pourrait penser, tu vois, de cette manière-là. Donc c'est ça. Si tu veux, je vais pas développer plus, je peux aller beaucoup plus loin, hein, bien sûr, tu imagines. Mais en gros, si tu veux, c'est de penser comme ça, de penser comme on pense du design des organisations, du design de services, du design des politiques publiques, de cette manière-là. Hein. On pense des humains qui sont pris dans des organisations humaines. Oui. Et ben là, c'est de penser la relation des humains pris dans des organisations non humaines, donc des écosystèmes. Tu vois, donc entre vivants, ouais. Voilà, donc avec d'autres êtres vivants, emmêlés avec d'autres. Et c'est là qu'on peut aussi réfléchir en termes d'interdépendance. Ok. Tu vois, voilà. Très bien. Merci. Si tu as besoin d'une image, je peux t'en donner une. Peut-être c'est celle de l'écoduc, si tu veux. D'accord. Tu sais, les passages animaux Oui. au-dessus ou en dessous d'une route ou d'une autoroute. Oui. Et ben, en fait, tu as des perspectives de mobilité humaine et il y a des perspectives de mobilité non humaine. Et en fait, l'ensemble autoroute-écoduc mêle deux perspectives de vie qui se croisent, tu vois, dans une infrastructure. Et là, on a un objet, tu vois, qui va intégrer, qui va penser la relation entre deux espèces, si tu veux. Enfin, ou l'espèce humaine et d'autres espèces, en tout cas. Et du coup, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que on peut se dire que c'est l'humain qui a envisagé de créer ces autoducs. Oui. Mais est-ce que vraiment les animaux les utilisent? Est-ce qu'ils s'en servent? En fait, t'en as plein de différents. Il y a des crapauducs. Je crois qu'il y a même maintenant des escargots-ducs et tout ça. Je sais que pour les chauves-souris, ça s'appelle les chiroptéroducs et il n'est pas très efficace. Pour autant, on a quand même moins de collisions de chevreuils, de sangliers et tout ça, tu vois. Quand il y a
voilà. À Montpellier, tu pourrais, pareil, aller voir sur Internet, ils développent pas mal de écuroducs, des passages pour écureuils. Et c'est tout bête, hein. C'est tout simplement de tendre des cordes au-dessus des routes. Parce qu'en fait, quand t'as mis ta route, ben, les arbres, ils se touchent plus, l'écureuil, il peut plus sauter. Si tu tends des cordes, ben, lui, il a mémorisé que là, il y a un passage et il passe plus sur la route, quoi, du coup. D'accord. Ok. Donc, voilà. Au moins, ça évite un certain nombre de collisions, ça les évite pas toutes. Voilà. Mais ça évite, voilà, un certain nombre de collisions. Donc, il y a une certaine efficacité. Donc ensuite, comment est-ce que vous placez dans un design dans lequel l'acteur, donc comment est-ce que vous placez, dans un design du coup l'acteur ou l'utilisateur est le vivant? Ça nécessite de refondre un peu comment on envisage le non-humain. C'est-à-dire, moi je suis pas pour copier-coller ce qu'on fait avec un usager humain. On dessine pour des semblables. Et en fait, voilà, toi, tu es un individu, tu es un sujet, tu as des droits, et ce qui n'est pas le cas des non-humains. Il faut faire attention à l'anthropomorphisme, hein, projeter, faire comme si c'était un humain, par exemple. Et du coup, plutôt que de parler, alors, je vais te donner un exemple. On peut un peu parler d'usage non-humain. Par exemple, tu as sûrement vu des insectes attirés par de l'éclairage public. Oui. Donc là, l'éclairage public dérégule ces insectes, pas mal de pollinisateurs nocturnes par exemple, voilà, va déréguler les cycles et les modes de vie. Voilà. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on peut dire, c'est que les insectes ont des perspectives de vie. Je ne parle pas d'usage. Ils ont des perspectives de vie qui sont d'avoir une nuit noire, sans éclairage. Et en fait, des objets humains, des modes de vie humains, des machins, vont venir perturber ces perspectives de vie. Okay. Donc, plutôt que de dire je vais travailler sur des usages non humains, je vais travailler sur des perspectives humaines. Okay. Donc, je parle pas d'usage. Mais on continue, on file cet exemple. Donc tu vois le lampadaire avec ses insectes et en fait tu as des chauves-souris qui viennent prédater près des lampadaires parce que elles viennent chasser en fait les insectes qui sont attirés par l'éclairage. Et là par contre, je pense qu'on peut dire que la chauve-souris a des usages de l'éclairage public. Tu vois, il y a bien une pratique là qui est du mode, tu vois, de l'usage de un dispositif humain pour venir chasser machin. Donc on a bien une pratique et un mode de vie, tu vois, enfin un usage qui est non humain. Donc voilà, je travaille un peu avec les deux, mais en restant plus prudent de pas projeter, tu vois, directement. Voilà. Donc ça c'est important. Et en fait ce que ça nécessite, il y a un chercheur qui s'appelle Alain Caillé qui dit, en fait voilà, les non humains doivent, on peut pas dire que c'est des sujets. Mais par contre, il dit que ça peut être des quasi-sujets. Tu vois, je pourrais dire que la chauve-souris a des presque usages. Tu vois, des quasi-usages, des quasi-pratiques. Hein, voilà. Donc, d'un côté, on a les perspectives, de l'autre, on a des des quasi-usages de nos infrastructures, de dispositifs qu'on développe et tout ça par des espèces. Pour donner un autre exemple, pareil, là où on est dans le presque, le quasi, voilà. Tu as sûrement vu le béton soulevé par des racines. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que en fait, le béton en chauffant va faire une condensation de l'eau qu'il y a dans le sol. Et donc l'eau va se ramasser à la surface, tu vois, sous le béton, comme quand tu mets un couvercle, tu vois, sur ta casserole. En fait. C'est exactement pareil. Et donc du coup, il y a plus d'humidité. Et du coup, l'arbre va mettre ses racines là où il va aller chercher l'humidité. Et c'est pour ça qu'il soulève le béton. Là aussi, est-ce qu'on peut dire que c'est volontaire? Tu comprends? Tu vois, cette sorte d'anthropomorphisme. Je peux pas dire vraiment que l'arbre, il a un usage du béton. Pour autant, on est bien dans un presque. Mais c'est adapté. Voilà, il s'est adapté. Il y a un presque usage d'une infrastructure humaine. Tu vois ce que je veux dire? Et donc,
Et ça, en fait, moi, ce que ça me permet en termes de pratique, tu vois, en travaillant comme ça me permet de dégager des choses qui sont préhensibles pour nous designers pour dessiner pour des non-humains, sans pour autant tomber dans l'anthropomorphisme. Tu vois, Ouais. de garder cette ligne de crête. Je fais très attention à ça parce que on peut très fortement se faire critiquer de dire non mais tu projettes, tu vois, Ouais. des émotions humaines, tu projettes des pratiques humaines, tu projettes sur des non-humains, et je veux pas tomber là-dedans. Et donc voilà, on est dans un presque, dans des quasi-usages, dans des quasi-sujets, dans des presque machin, où à minima, au moins on peut dire voilà, il y a des perspectives de vie. Hein, l'espèce, comme je disais, telle espèce a une perspective de vie qui est de ne pas vivre avec de l'éclairage public. Voilà. Ouais. Et ça, on peut aussi le prendre en compte comme tel, si tu veux. Ok, Tu vois. d'accord. Voilà. Très bien. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Donc comment, au sein de Zoépolis, du coup, comment ça fonctionne, vos démarches de recherche? Est-ce que vous avez des objectifs particuliers et est-ce que vous en avez accompli en fait depuis la création du coup de Zoépolis? Oui, tout à fait. Alors, je t'ai pas, du coup, tout à l'heure, je t'ai raconté les 3 axes de recherche, on va dire, pas principaux, mais voilà, les 3 premiers. Il y en a 2 autres que je vais te décrire rapidement, parce que ça va aussi en partie répondre à ta question. Donc, tu te rappelles, on est centré humain, on intègre les non-humains au service des humains. On est des anthropocentrés, on peut faire des choses, le contre-don, hein, faire le gîte et le couvert, et ainsi de suite, pour une espèce. On peut penser relation. Les 2 suivants, c'est en fait le design, tu connais le design d'information, la data visualisation, voilà. Donc le design en fait est aussi un processus de traduction. Le design est aussi un processus de médiation, en fait, de traduction du monde et tout ça. Et du coup, c'est l'idée de dire, bah, mettons-le au service du vivant. Comment le design peut traduire les mondes des autres vivants au service des humains. Et le dernier axe, c'est qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'extinction d'expériences de nature. Tu l'as sûrement vu dans la conférence. Ouais. La biodiversité disparaît dans nos imaginaires. Elle a disparu dans les films d'animation de Walt Disney et Pixar. Je vais pas le développer, tu pourras le revoir dans la conférence. Tu pourras regarder aussi, on a monté il y a quelques semaines une chaîne YouTube. Tu mets collectif Zoépolis. Ok. Sur YouTube, tu vas tomber sur la chaîne et il y a une conférence récente à l'UGA, l'université de Grenoble-Alpes, à la Design Factory, là où je me présente des nouveaux concepts, je présente des méthodologies et ainsi de suite. Okay. Et bref, je présente ces histoires-là aussi. Et donc, bref, donc en fait, ce que disent pas mal de publications, alors et sur les livres pour enfants et dans les films d'animation Walt Disney et Pixar, ils disent, bah en fait, non seulement la biodiversité disparaît dans ceux à qui on raconte ces histoires, mais en fait, elle a déjà disparu dans l'imaginaire des créatifs. Donc là, l'enjeu est double. Il faut retravailler les imaginaires du grand public, mais il faut aussi travailler les imaginaires de toi, jeune designer, tu vois, sur comment la biodiversité, les vivants non humains habitent ton esprit, habitent ta créativité, habitent ton imaginaire, en fait. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le dernier axe de recherche. Donc avec un espèce de tu vois, deux sous-enjeux, travailler les imaginaires des créatifs et par là, du coup, par celui du grand public. Et c'est notamment pour ça que j'ai créé le collectif. En me disant, mais il y a urgence, il faut que ceux qui dessinent, les architectes, les urbanistes, les designers au sens large, hein, tous ceux qui dessinent le monde de demain, soient aussi, leur esprit soit habité par le... Et donc, les différents objectifs sont de travailler des recherches pour inventer des nouvelles méthodologies. Comment dans les processus de design je peux intégrer. Donc ça, on le travaille. Du coup, tu verras à la conférence de l'UGA, je présente des méthodologies, je présente des concepts là-dessus. J'ai formé il y a quelques semaines, en septembre, les premiers designers professionnels à une méthodologie en particulier, qui est une méthodologie sur le deuxième axe de recherche, espèce centrée. Ouais. Comment je design pour une autre espèce. Voilà. Donc on l'a fait par exemple avec la ville de Lyon. On a designé pour du lierre. On a fait du design des organisations pour des larves qui vivent dans le bois mort. Mon usager final est une larve qui vit dans le bois mort. Donc
donc voilà. Donc si tu veux, il y a des travaux théoriques comme l'histoire du quasi-sujet, tu vois, de trucs, de saisir des concepts. On a écrit une publication à l'université de Laval de Montréal. Je sais pas si tu es tombé dessus. Non, ça me dit rien. Tu mettras, ou pareil, je pourrais te l'envoyer. Ça s'appelle Zoépolis, un co-design élargi par l'ouverture au non-humain. D'accord. Voilà, et donc c'est une publication scientifique, un colloque de recherche. Là où la question c'était sur la démocratie dans le design, et nous on a posé la question de bah oui, dans ce processus démocratique du design, où est la place des non-humains, voilà. Okay. Et on présente une méthodologie, la méthodologie à laquelle j'ai formé Espèce Centrée, à laquelle j'ai formé des designers professionnels récemment. Et donc tu vois que donc on a écrit des publications, et on est aussi dans la pratique. On l'a fait pour la ville de Lyon, et en même temps je forme des gens. Tu vois, il y a une espèce de triple enjeu qui est théoriser, mais cette théorie, il faut qu'elle soit bien appliquée. On est je suis pas là juste pour sortir des concepts puis ça reste dans des bouquins. Non, moi je veux travailler, tu vois. Appliquer. Voilà, une espèce de recherche appliquée, si tu veux. Donc les méthodologies sont expérimentées, tout ça, et à l'intérieur du collectif, et puis petit à petit avec le grand public qui nous permet d'affiner nos méthodos et tout ça. On est en train aujourd'hui, donc après la méthodologie espèce centrée, on est en train de créer une méthodologie écosystème centrée. Comment tu vas prendre un ensemble, comme je te disais, une organisation non humaine, et composer le monde avec elle. Tu vois. Donc là, on est à 80%, c'est-à-dire qu'on l'a pas mal itéré, pas mal expérimenté. Il y a encore des choses à améliorer, il y a des choses qui sont pas tout à fait comprises par le grand public. Tu vois, on a testé en grandeur nature déjà maintenant 3 fois avec du grand public. Il reste encore des choses à améliorer, mais voilà, on est dans ce processus de recherche-action, tu vois, et donc je pense que voilà, d'ici 1 an, on aura une méthodologie stable, voilà, auquel on pourra pareil diffuser et ainsi de suite. Donc recherche théorique, recherche appliquée, on va dire, pragmatique et de terrain, et après transfert, formation et tout ça. D'accord. Mais il y a aussi, tu vois, par exemple sur la question des imaginaires, je vais donner 2 exemples encore. Sur la question des imaginaires, il y a 2 membres du collectif, Mirabel Pézier et Morgane Péco, qui ont décidé de se saisir de cette question des imaginaires et qui ont dit allez, on y va, tous les mois, on va faire un atelier design fiction des anthropocentrés. Comment on imagine le monde. Donc, on s'est appuyé sur un concept de Natasha Meyers, elle propose de passer de l'anthropocène au planthropocène. Qu'est-ce que ça veut dire un monde là où les plantes sont au centre de nos organisations? Elles animent un atelier design fiction chaque mois, qui maintenant commence à avoir un succès assez intéressant, enfin voilà, grandissant en tout cas. Et tu vois, là du coup, c'est pour cultiver l'imaginaire du grand public, pour voilà, repenser le monde, tout ça. Et donc là, on a voilà, pareil, un travail de terrain. Et par exemple, sur l'axe 4, c'est-à-dire le design comme outil de médiation vivant, on travaille avec un centre de recherche CNRS qui s'appelle le Lab le Lab bon bref Lab MV, je crois, un truc comme ça. D'accord. Donc c'est une chercheuse, c'est Florence Nicolet à Saint-Étienne, tu pourras retrouver si besoin. Et elle est spécialiste du monde un peu olfactif des plantes. Elle travaille sur la lavande et elle est très intéressée par tout un courant dans les sciences, dans la recherche, qui propose de repenser les plantes au prisme de l'intelligence des plantes, voilà, leur processus cognitif. Il y a Stefano Mancuso qui est un peu le leader là-dessus, par exemple, qui est très connu, qui a écrit plusieurs bouquins traduits en français. Et donc, l'idée, enfin, ce qui se passe, si tu veux, c'est que on prend toujours les plantes pour des objets et pas pour des sujets, si tu veux.
Et là-dessus, voilà, en gros, on va prendre une plante, on va mettre des capteurs dessus, on va mettre, je sais pas quoi, des détecteurs, on va l'enregistrer, la machin, on va mettre tout un tas de dispositifs techniques, mais comme si c'était un objet et pas la considérant comme un individu ressentant le monde, en pris avec le monde et tout ça. Tu vois, il n'y a pas vraiment assez peu de choses là-dessus. Et du coup, on a répondu ensemble à un appel à projet d'un autre CNRS qui s'appelle l'IXI I2XI à Lyon, pardon, qui est un centre de recherche sur les sens de la complexité. Et on leur a dit, ben voilà, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est ça la complexité, c'est de comprendre les plantes comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, des quasi-sujets. D'accord. Comment je fais pour comprendre la plante non plus comme un objet, mais comme un être avec lequel on interagit? Et comment la science pourrait avoir cette approche, tu vois, par la question du sujet et pas par la question de l'objet. Et donc on a remporté on fait partie, il y a plusieurs lauréats sur plusieurs thématiques. On a répondu à la thématique art-science et en disant comment par le design on pourrait faire la médiation du monde des plantes, son monde sensoriel, sa manière d'être au monde, sa manière de comprendre le monde par les outils de design. Donc le design en tant que médiateur du monde des plantes, de la manière d'être au monde des plantes. Voilà. Et donc on va faire en juin prochain, on est en train de construire tout le truc, mais un design sprint, c'est-à-dire 3 jours de workshop. On a dit, on prend que des chercheurs, que des gens expérimentés pour pas avoir, parce que si on prend des étudiants, il faut un temps d'acculturation et du coup, on a 3 jours, quoi. Il faut être super, voilà. Donc, on prend des chercheurs, des designers, des artistes et on les fait brainstormer ensemble pour repenser la manière de chercher sur les plantes. D'accord. Et pour faire ce processus de médiation du monde des plantes, en fait, du monde sensoriel des plantes, pourquoi pas de la cognition des plantes, et ainsi de suite. Comment on raconte ça par les outils du design. Et donc là, tu as encore un travail de recherche avec un labo CNRS. Voilà. On a aussi on a plusieurs chercheurs dans le collectif qui sont hyper intéressés par cette approche transdisciplinaire que permet le design. Et ça, c'est une autre manière, voilà, mais dont le cœur du sujet, tu vois, approche transdisciplinaire du design, qui est très utilisée dans les je sais pas quoi, pour les IA, pour l'UX, enfin tu vois, dans les sciences du numérique ou dans les sciences technologiques. Mais ce qu'on fait avec Zoépolis, ça c'est tout nouveau, c'est de dire mais faisons ça mais par contre au cœur de nos intérêts, c'est pas la technologie, c'est pas des objets, c'est des vivants en fait. D'accord. Travaillons en transdisciplinaire, voilà, avec les outils du design. Ok. Et du coup, lorsque vous menez à bien ces projets, comment ça se passe au niveau des financements? Est-ce que vous faites du coup appel à d'autres collectifs qui parlent du vivant en France ou dans le monde? Comme c'est dans l'air du temps, est-ce que vous avez des commandes? Est-ce que des gens passent des commandes souvent sur des projets par rapport aux relations entre humains vivants? Et où vous devez d'abord du coup imaginer un projet, le présenter, et ensuite que des gens viennent vous voir pour ça? En fait, les deux. C'est-à-dire que du coup, il y a les deux stratégies qui est on a nos idées type design fiction, on a nos idées en interne et on sait qu'il y a des enjeux à traiter et là on pousse nos propres sujets et on va chercher des financements, voire on s'autofinance aussi, il faut le dire, et on répond à des appels à projets. Donc, comme l'IXI, tu vois, le truc, là, c'est une réponse à un appel à projet. Et aussi, on a eu une commande, c'est-à-dire il y a par exemple une association qui s'appelle Arthropologia, c'est eux les leaders en France, leaders national, sur la question des pollinisateurs, et notamment l'extinction des pollinisateurs, qui est voilà. Ils animent mi-novembre un événement qui s'appelle les Assises de la les Assises des pollinisateurs, pardon, là où du coup ils attendent peut-être 200 à 250 personnes, les différents ministères, agriculture et écologie, les parcs nationaux, mais aussi des gens des infrastructures, les autoroutes, les routes, Vinci, tout ça, et les gens des villes, la pollinisation dans les villes, voilà, donc différents milieux en fait. Et en fait, ils sont venus nous voir en disant, voilà, on aimerait bien que vous animiez 2 ateliers, donc, sur 2 fois environ 3 heures. On va animer une séance 2 séances de
créativité, si tu veux, pour comprendre où sont les freins et résoudre les freins. Parce que les solutions, on les connaît, mais elles sont pas appliquées. Donc D'accord. l'enjeu de ces 3e assises des pollinisateurs, c'est de comprendre où c'est que ça coince et pas d'aller chercher des nouvelles solutions, mais de lever les freins, en fait. Comment on fait pour... Et du coup, là, on vient chercher des designers qui, du coup, ont une petite expertise, en tout cas, parce qu'on est un jeune collectif. Donc, voilà. Enfin, moi, j'ai 15 ans que j'y réfléchis, mais j'ai dans le collectif des gens, ça fait 6 mois qu'ils sont arrivés, Oui. 2 ans pour... voilà. Donc, il y a aussi voilà, ce travail en interne d'auto-formation. Enfin, moi, je fais pas mal de choses pour former les gens voilà, à tout ce que je développe, enfin, voilà, toutes mes idées et tous les enjeux. Et donc voilà, donc on a les 2, 3, si tu veux, 4 figures. Mais en tout cas, l'idée, enfin, si je reprends le premier, effectivement, on n'attend pas que ça tombe et on n'attend pas les appels à projets. On est vraiment force de proposition. Mais sinon, ça évolue pas, quoi. Ouais, et puis il faut que ça, enfin, je veux dire, la vie est en train de s'effondrer sur Terre, hein, il y a urgence. Donc, Ouais. on y va, on se pose pas de questions, voilà. Et on pousse les portes et par exemple, on a appelé l'élu à la biodiversité de Lyon et on a dit, bah, voilà, bonjour, on est un collectif, on veut vous rencontrer, on veut vous présenter ce qu'on fait. Il est intéressé, on est en train de discuter d'éventuels projets ensemble. Ça prend toujours du temps quand c'est toi qui es force de proposition. Mais on a pareil, par exemple, il y a l'Office français de la biodiversité qui est venu vers nous, nous a proposé de participer à un événement et aujourd'hui nous demande de leur faire des propositions de projets sur des enjeux de pédagogie et un peu artistique, enfin tout ce qui va toucher à la culture, si tu veux, autour de la biodiversité, parce que rien ne marche. Hein. Les petites actions de sensibilisation et je sais pas quoi, les petits manuels et les petits flyers et les petits sites internet et machin. C'est de la poudre aux yeux, quoi. Ça ne marche pas. Ouais. Il n'y a pas d'efficacité. Donc, ils viennent chercher, voilà, des designers et donc on travaille là-dessus aujourd'hui à des propositions. Voilà. Ce qui, du coup, peut-être répond, je pense qu'il y avait ça dans ta question, c'est du coup, est-ce qu'il y a une activité économique? Oui, voilà. Donc oui, moi aujourd'hui, on va dire que c'est 80% de mon chiffre d'affaires. C'est beaucoup des cours et beaucoup de la vulgarisation des travaux. Ça reste essentiellement ça. Mais les premières missions arrivent, hein, comme les assises des pollinisateurs, l'ICSI, tu vois bien que les premiers. Et du coup aussi, les premiers membres, là, donc on est très jeunes, hein, on a explosé en 2 ans. On était, on va dire, donc ça part de mes recherches. Et puis il y a 4 membres un peu, alors fondateurs ou si tu veux les 4 premiers, on était 4 au début. Et aujourd'hui on a dépassé les 70 et à ce rythme-là, on 100, voilà. Donc tu vois, on a explosé en 2 ans. Les gens arrivent plus vite que notre capacité à nous organiser pour voilà. Et en tout cas, les premiers autres personnes dans le collectif qui réussissent à avoir des missions là-dessus arrivent depuis quelques mois. D'accord. Voilà, sur les assises, je suis pas seul à travailler dessus. Il y a une autre membre du collectif. Il y a 2 jeunes designers ça fait pas longtemps qui sont sortis de l'école, qui ont trouvé un workshop. Voilà, qui vont animer un workshop dans une école d'art. Voilà, on continue à démarcher pour faire des workshops. Parce que l'idée, comme je te disais, c'est qu'il y a urgence à intégrer ça dans les écoles de design. Il faut que les nouveaux designers soient formés à ça. Oui, parce que nous, on n'en parle pas. Hein. Voilà, ça que voilà, exactement. Dis-toi qu'on démarche des écoles en disant, regardez, voilà qui on est, voilà ce qu'on fait. On vous propose des workshops au moins pour, voilà. Je vais faire un workshop à l'Institut du design de Saint-Malo, là, pour former à la méthode espèce centrée début décembre. Tu vois, on essaye de pénétrer et du coup, ça fait de l'activité économique pour d'autres, voilà, pour d'autres designers. Et puis, sur l'ICSI aussi, il va y avoir d'autres personnes qui vont être rémunérées. Voilà, donc il commence à y avoir une activité économique qui est pas, voilà, majeure dans les modèles économiques des gens, mais en fait, je pense que on souffre du fait qu'on est jeune et qu'on n'est pas encore très connu. Oui. Et que en même temps, voilà, il faut, si tu veux, comme ça n'existe pas ce qu'on fait, il faut que les gens comprennent, si tu veux, il faut ouvrir dans leur imaginaire que ça existe en fait. Oui. Une fois que
tu as ouvert dans l'imaginaire que ça existe, il faut dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec votre entreprise, votre organisation, votre truc, avec ça? Créer le cadre et du coup, créer le budget. Tu vois, il y a tout un tas de processus qui fait que, voilà, mais on y travaille et voilà, Ok. on y arrive. On y arrive. Super. Super. Et du coup, enfin, pour finir, je me suis intéressé quand même aux travaux de Baptiste Morisot. Et j'ai récolté, du coup, il avait fait un podcast avec France Culture et j'ai récolté une citation, enfin une phrase qui dit, et je voulais réagir avec ça, enfin avec vous sur ça. Donc moi, je m'intéresse surtout à l'altérité là en ce moment. Donc l'altérité des espèces. Et donc il dit, le vivant est un parent mais pas un identique. Lui projeter des structures identiques voue la relation à l'échec. Arriver à faire la part et tenir ensemble ce qu'on peut partager avec lui et en même temps son altérité incompressible, c'est chercher des égards ajustés à l'égard du vivant et c'est ce qui l'anime. Voilà. Donc moi, ça m'intéresse énormément sur la question de l'altérité. Et en fait, je me dis que c'est quand même un projet qui revient tout le temps, le fait de se questionner, et vous l'avez dit tout à l'heure, de se dire, bah, est-ce qu'en fait on met pas notre cerveau d'humain à la place du cerveau de l'espèce, donc du vivant, et du coup vous comment vous arrivez à faire cette part entre vous, ce que vous pensez, est-ce que le vivant peut réellement penser lui de son côté? Je sais pas si c'est clair. Oui, je vois ta question de l'altérité, je lis bien sûr Morisot aussi. Alors, sur la question de l'altérité, c'est hyper important. Donc tu fais très bien de le pointer du doigt, tu as bien saisi un enjeu qui est assez fondamental. Je vais le prendre d'une autre manière différente pour te dire aussi pourquoi c'est important, enfin pourquoi il me semble pour moi que c'est la bonne approche en tout cas. C'est, tu sais, il y a tout un tas, il y a un mouvement, et je dis pas que c'est pas bien, je dis juste c'est des approches différentes. Il y a tout un mouvement qu'on appelle l'antispécisme. Tu as entendu parler, voilà, il y a des membres dans le collectif qui sont antispécistes et c'est très bien. Ouais. Aussi raison de penser comme ça. Voilà, c'est pas une critique que je fais. Donc, mais l'antispécisme, c'est de penser à partir de notre égalité. La différence entre toi, le chevreuil, le loup, le bœuf, le cochon, mais aussi la moule ou l'huître ou le ver de terre. Voilà, nous sommes tous égaux. Il faut qu'on soit égaux et tout ça. Et donc, c'est une manière de penser. Il y a une autre approche qui est moins connue, qui est plus, en tout cas c'est Bruno Latour qui en parle. Je me demande si Baptiste Morisot ne se rattache pas plutôt à cette approche-là, qu'on appelle le multispécisme. Le multispécisme, c'est de penser à partir de nos différences. Toi et la moule, vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas la même manière d'être au monde. Vous n'avez pas la même manière de comprendre le monde. Et en fait, il vaut mieux réfléchir. Et moi, je trouve que c'est une stratégie plus intéressante parce que plus riche. Oui. Si tu veux, tu vois, de penser à partir de la différence et donc de l'altérité et donc de ce qui nous sépare et donc de machin là il y a un vivier. Et tu vois, c'est l'approche que je t'avais dit sur le quasi-sujet, de pas penser en termes de choses identiques aux humains, mais de penser à partir des différences. Voilà. Et donc ça, c'est très important. Et donc, pour cette histoire de se mettre à la place d'eux, du coup, je postule de la différence, hein, je postule pas de l'égalité. Moi, c'est mon approche personnelle. Hein, comme je dis, il peut y avoir d'autres approches et elles seront aussi riches, je pense. Voilà. Mon approche à moi, c'est celle-là. Donc, je postule de l'altérité, je postule de la différence. C'est fondamentalement différent de moi. Le loup de Morisot, il est fondamentalement différent de moi. Tout comme la moule, tout comme le ver de terre. Par contre, je peux construire à partir de ces différences et considérer, voilà. Ce que explique Vinciane Després, c'est que, tu vois, qui c'est Vinciane Després? C'est une philosophe comme Morisot, hein, qui a beaucoup pensé le vivant, qui a beaucoup pensé, alors beaucoup le monde des animaux avec l'éthologie et tout ça. Et elle dit, se mettre à la place d'eux, ce n'est pas substituer un point de vue à un autre. Oui. Si je me mets à la place du loup, c'est pas j'enlève le loup et puis je me mets de son point de vue. Elle dit c'est ajouter son monde à celui de l'autre. Hein. Ça se procède par addition de points de vue et pas par soustraction de points de vue. En fait, c'est tu mets ton monde de designer avec celui du loup. Et ensemble, vous allez construire un nouveau point de vue. Si tu veux. Tu vois, c'est ça ce processus par addition de points de vue. Et elle dit, le monde n'étant pas tant à expliquer
qu'à enrichir. C'est ça, si tu veux, la stratégie que moi j'ai par rapport à l'altérité, c'est de dire, je vais pas faire de l'anthropomorphisme. Mhm. Par contre, avec mes outils de designer, ma capacité de médiation, ma capacité de formalisation graphique, la capacité de construire des mondes, de les illustrer et tout ça, je vais ajouter ce point de vue de designer à celui d'un non-humain, à celui de l'altérité. D'accord. Et ensemble, ça va construire un nouveau point de vue qui n'est pas celui de l'altérité, mais qui n'est pas de l'anthropomorphisme non plus, et Mhm. qui n'est pas mon point de vue à moi d'humain, voilà. C'est Oui. un autre point de vue. Et à partir de là, je peux construire un monde en fait. Je peux D'accord. construire une nouvelle chose. C'est ça, si tu veux, les méthodologies qu'on crée là-dessus. Je te conseille vivement d'aller voir la dernière conférence à l'UCLA parce que je présente ce concept. C'est un concept qui est dans un bouquin d'un chercheur qui a une double thèse qui s'appelle Guillaume Lauger, Mhm. dans un bouquin qui s'appelle Renaissance sauvage et il parle de l'art dans l'anthropocène en fait. Et dedans il dit ben voilà il y a une nouvelle manière de dessiner le monde qui apparaît dans l'anthropocène il appelle ça les perspectives symbiotiques. Tu sais quand on t'a appris à dessiner, tu fais de la perspective conique. Oui. C'est quoi? C'est tu dessines le monde à partir de la manière conique qu'a la vision humaine de voir le monde. Mhm. D'accord. Et tu dessines des lignes de fuite et machin, et se construit une perspective, voilà. Et en fait, quand tu dessines des objets, tout ça, c'est de la perspective conique, des objets, Oui. des espaces, des environnements, voilà. Donc c'est de la perspective conique. Mais quand tu travailles, par exemple, sur Rhino avec Grasshopper, tu connais les algorithmes génératifs, Mhm. ou aujourd'hui avec les IA, ce sont des algorithmes computationnels d'information. Comment se fait le dessin? C'est plus ton dessin à toi d'humain. Son dessin, il est co-fabriqué avec une altérité Mhm. algorithmique, non humaine, Mhm. tu vois. Et c'est ça qu'il dit dans Renaissance sauvage, il appelle ça les perspectives symbiotiques. En fait, il parle d'une compénétration de points de vue. Il y a ton point de vue qui va intégrer l'algorithme, et l'algorithme vient intégrer ton point de vue. Et ensemble, vous dessinez le monde de demain. Vous dessinez des D'accord. choses, tu vois, et c'est ça cette perspective symbiotique. Et ben si tu veux, c'est ça que aujourd'hui dans les méthodologies que je crée et que on continue maintenant à créer avec le collectif, nos recherches, elles produisent ça. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a comment je produis une compénétration de point de vue avec le point de vue du loup, avec le point de vue de ton altérité, là où lui vient influencer ta manière de dessiner le monde, et toi, tu viens pénétrer son point de vue aussi. D'accord. Je ne revendique pas le point de vue du loup, et c'est ça ce que dit Vinciane Després, si tu veux, ce processus d'addition de points de vue, tu vois, Mhm. d'hybridation en fait de points de vue. Tu vois, Oui. c'est un mélange de points de vue, et c'est de ce mélange de points de vue qu'on va construire une autre forme de perspective sur le monde, D'accord. mais qui ne sera pas une perspective humaine et qui ne sera pas non plus la perspective. Je revendique pas du tout d'avoir le point de vue du loup ou de la moule. Mhm. Par contre, j'arrive à construire un nouveau point de vue qui est au moins un peu désanthropocentré et donc qui nous donne un nouveau regard sur notre manière d'habiter le monde et de dessiner le monde de demain. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Très bien. Bah, c'est parfait pour moi. Je vous remercie. Je t'en prie. Je vous remercie.